au moins dire que le débat n'est pas défini à l'avance. Donc, on le construit parce qu'on prend en compte ce que chacun dit. Et on le prend en compte et on le questionne. Et on cherche les problèmes qui se posent et comment ça se pose et comment les problèmes se comprennent. Donc, je dois dire que la dimension philosophique peut-être de nos échanges, elle est surtout dans cette dimension où on accepte qu'il y a des présupposés dans nos pensées et qu'on questionne nos pensées et que les problèmes se cherchent en fait. Alors, on a la chance d'avoir Michel Tozé avec nous parce qu'il a, il a une réflexion poussée par rapport à ça. Et moi, je sais que ça avait été une petite révélation quand il avait simplement clarifié la philosophie comme réunissant trois compétences qui sont la définition des termes, le concept, conceptualiser, questionner et argumenter. On argumente avec la raison et non pas avec, comment dire, avec des opinions ou des déclarations d'autorité, etc. Moi, je ne veux pas trop en rajouter pour gêner personne. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Michel? Non, pas spécialement. Non, d'accord, très bien. Alors, oui, Elisabeth. Je vais vous partager une chose que j'ai entendue hier. Je vous enverrai un entretien de Isabelle Stengers qui a eu lieu il y a 2 mois à Mediapart. Et elle parle des différents dispositifs de recherche de la pensée. Et notamment, elle s'attarde sur le fonctionnement des Quakers. Et il semble que chaque réunion Quakers commence par ceci: mes frères, nous pouvons tous être dans l'erreur. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Merci. Donc, on écrit, alors j'étais dans les règles, on écrit son nom pour demander la parole. Et puis, donc là, ça va, on n'est pas très nombreux, mais si on veut redemander une reformulation ou souligner des contradictions entre des interventions, on peut agiter un truc rouge comme ça et ça avertit, voilà, ça avertit Brigitte qui va distribuer la parole de moins tenir compte de l'ordre qui apparaîtra au fur et à mesure dans le volet conversé. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet assez, on va dire assez particulier, en ce sens que, on va dire la question n'est pas définie, même si j'en ai posé une en introduction comme ça. Donc, le sujet est parti d'un article qui a été distribué dans un groupe d'un article du Monde, d'un certain Bruno Lemaître, qui est généticien et diplômé de l'EPFL. Et ce généticien se passionne pour la psychologie. C'est lui qui dit qu'il se passionne pour la psychologie parce qu'il n'a pas fait d'études de psychologie. Mais se passionnant pour la psychologie, il a remarqué que le narcissisme pouvait réunir tous les problèmes que rencontre notre société aujourd'hui. Alors, je vais simplement lire quelques passages de son article et je les copierai si besoin est. Alors, j'ai réalisé que la montée du narcissisme ces dernières décennies peut expliquer bien des maux de notre société. Les inégalités croissantes, la pression sociale, mais aussi l'emphase sur l'apparence physique, la défiance envers les institutions, les difficultés à construire un couple durable. Ça, c'est une première des déclarations.
une seconde déclaration, enfin, dans la suite de son article. En France, le narcissisme est souvent surtout vu sous l'angle de la psychanalyse. Mais lui préfère ne pas développer cet aspect-là et regarder un autre aspect. Alors, il écrit, depuis un siècle, le narcissisme a fait l'objet de nombreuses définitions. Pour résumer, je le copierai aussi dans le volet conversé, on peut retenir des caractéristiques comme le sentiment de supériorité, le besoin d'être mis en avant, l'attirance pour le succès et le pouvoir. Les narcissiques ont une forte confiance en eux, ce qui explique leur aisance dans un groupe. Ils jouent de séduction et utilisent leurs relations personnelles non comme une fin en soi, mais comme stratégie pour gravir les échelons. En même temps, ils ont un besoin constant d'être reconnus, de recevoir de la part des autres une confirmation de leur supériorité, et ce, tant dans le domaine sentimental que professionnel. Ainsi, une de leurs stratégies classiques est de placer leurs plus fidèles collaborateurs à des postes clés. Cela crée un réseau de personnes serviles qui entrent dans un jeu d'alliance donnant-donnant. Donc, je vais pas en dire plus, je ne crois pas que ce soit vraiment nécessaire. Et c'est en gros la thèse de l'auteur. J'ai voulu prendre malgré tout une définition du narcissisme donnée par un psychiatre, psychanalyste. Alors je vais vous la lire et je la collerai aussi. Sous le terme de narcissisme, nous désignons l'ensemble des processus psychiques dotés d'une forte charge affective qui contribuent à l'identité, l'estime de soi et le positionnement par rapport aux autres. Plusieurs instances psychiques concourent au narcissisme qui se traduit factuellement par le sentiment d'avoir une identité et une valeur propre, ainsi que par le besoin de les préserver dans les situations avec les autres. Donc, moi, je vais arrêter mon introduction ici. Je vais copier les choses pour si vous avez besoin de les relire dans le volet. Et puis, ce que je propose pour notre débat, c'est peut-être que vous réagissiez à ce que vous avez entendu et puis que vous formuliez une question. Alors, je vous laisse réfléchir et je note, je fais les copier-coller dont je vous parlais. Donc, j'ai oublié de dire, c'est Brigitte qui distribue la parole. Et donc, Niki? Oui, bonsoir. Je me pose la question si le fait de présenter le narcissisme comme une confiance en soi ne serait pas en fait pour l'individu un manque de confiance en lui. Cette espèce de contradiction et que ce narcissisme ne serait qu'un masque, une facette pour s'autoprotéger. Merci. Romain? On t'entend pas, Romain? Pardon, excusez-moi. Je disais, j'ai noté un petit paradoxe quand même dans ce qui a été dit, parce que la première question qu'a soulevée René, c'est j'ai réalisé que la montée du narcissisme ces dernières années peut expliquer bien des mots de notre société. Et là, il y a plein de mots de la société qui sont factuels. Et ensuite, quand on a donné la définition du narcissisme, alors moi, j'ai noté à la va-vite succès, pouvoir, confiance, aisance en groupe, séduction,
besoin de reconnaissance, supériorité. Et quand c'est par le psychique, on est dans des charges affectives d'identité, estime de soi. Mais il y a rien qui est négatif là-dedans. Du coup, je vois pas pourquoi en fait quelque chose de positif va automatiquement engendrer quelque chose de négatif. Donc, si on peut partir là-dessus pour une question, parce que je trouvais ça intéressant. Donc, toi, ton constat, c'est que tu vois rien de négatif dans ce qui est annoncé. Et donc, la question, c'est quoi? Je ne suis pas sûr de saisir. Bah, en fait, je comprends pas du tout, du coup, comment, en partant de définitions comme ça, on peut arriver à une conclusion que c'est ça qui engendre quelque chose de si négatif. D'accord. Donc, c'est pas une question formelle, mais c'est une piste pour réfléchir à des questions. Je donne la parole à Claire. Oui, donc du coup, moi, ma question, c'était quelle est la différence ou la limite entre la confiance en soi et le narcissisme, du coup? Excuse-moi, Niki, je peux te redemander parce que je n'ai pas noté ta remarque. Oui, ça rejoint un peu ce que vient de dire Claire, en fait. Est-ce que ce serait pas une espèce de jeu, de comédie? Quelqu'un qui finalement se joue un rôle, parce que par le narcissisme, il se sent plus fort, donc il devient un peu comédien, et au final, il se plaît tel qu'il est, parce que tout au fond, peut-être qu'il a un manque de confiance sur lui. Je sais pas trop comment. Ouais, ça rejoint ce que propose Claire. Alors, pour le coup, j'ai une question pour Romain. C'est-à-dire que tu vois rien de négatif. Par exemple, il y a une des phrases où il dit une des stratégies classiques est de placer ses plus fidèles collaborateurs à des postes clés de façon à créer un réseau. Est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut être négatif pour une société que de s'entourer que des personnes qui nous sont proches? Mais là, tu parles pour la société. Pour la société, effectivement, ça fait d'entre-soi. À titre personnel, non, au contraire. C'est justement là que peut se créer un paradoxe. Et alors, voilà, je vois Elisabeth, donc je me permets de formuler une question par rapport à finalement la compréhension de ce que je te dis, de ce que tu dis. À partir du moment où les choses nous sont agréables et positives, le sont-elles également pour la société? C'est bon? Voilà, pardon, c'est tout. Alors, ok. Michel. Bonjour à tous. La difficulté, quand on aborde des questions dont on voit immédiatement la dimension psychologique, c'est d'avoir une certaine difficulté à la traiter philosophiquement. Donc ça, c'est une difficulté. C'est vrai que bon, on peut très très vite être dans la psychanalyse, etc., partir dans les distinctions sur le narcissisme primaire ou le narcissisme secondaire, etc. Donc, moi, il me semble que le narcissisme, c'est essentiellement un certain rapport à soi et en même temps un rapport à l'autre. Et alors, pour répondre un peu au questionnement, disons, de Romain, si on interprète le narcissisme en termes éthiques, moraux, à ce moment-là, on peut l'interpréter en termes de finalement égoïste, c'est-à-dire se faire passer soi un petit peu donc avant les autres. L'image en étant, par exemple, le vaniteux. Le vaniteux, à mon avis, c'est qui a bien été décrit par les
par les moralistes du XVIIe siècle. Le vaniteux, c'est quelqu'un qui veut exister avantageusement dans le regard d'autrui. Et il me semble qu'on aurait beaucoup de réflexions à faire sur cette question du regard dans le narcissisme. Parce que le narcissique va avoir une image d'autant plus avantageuse de lui que l'image qui lui sera renvoyée sera avantageuse. Il a donc besoin quelque part du regard d'autrui. Et le regard d'autrui qui sera donc avantageux. Donc c'est quelqu'un qui est complètement aliéné, d'une certaine manière, au regard d'autrui. Si on prend par exemple les analyses de Sartre, on a un personnage conceptuel là, qui est assez intéressant pour analyser le narcisse, c'est la coquette. La coquette, c'est finalement la femme, ça a été très bien vu aussi par Simone de Beauvoir, qui n'existe finalement que dans le regard, disons, de l'homme qui lui renvoie une image agréable, disons, d'elle-même. Là, on est dans ce que je peux appeler, disons, la vanité. Mais la vanité, si vous voulez, n'est pas la seule image, finalement, disons, du narcissique, mais enfin, ça en est un petit peu une figure. Donc, si on définissait le narcissisme comme un certain rapport à soi qui détermine quelque part un certain rapport à l'autre, à ce moment-là, ce qui apparaît immédiatement, donc c'est une dimension éthique, mais la dimension plus existentielle, on pourrait essayer de la mener par l'analyse du regard. Et l'analyse du regard, dans le cas du vaniteux, est assez intéressante de ce point de vue-là. Merci. Marie-Thérèse. Oui, je me demandais si au cours du débat, on ne sera pas obligé de dire assez souvent ce qu'on entend par narcissisme. Tu m'entends? Plus fort, oui, comme ça, bien. Voilà, on sera peut-être obligé de dire assez souvent, je ne sais pas. Donc, disons ce qu'on entend comme définition ou quelle définition du narcissisme on emploie. Moi, je pensais qu'on pourrait éventuellement, il peut y avoir plusieurs directions, mais on pourrait s'attacher au fait que le narcissisme, c'est aussi, ou c'est peut-être avant tout, le sentiment de son identité et de sa propre valeur. Et je me demandais, par exemple, dans les relations de pouvoir, dans quelle mesure, mettons que le pouvoir soit au service des autres, dans quelle mesure cet aspect du narcissisme serait important. Merci. Je dis bien dans la perspective d'un pouvoir qui serait au service des autres, et non pas pour son autoglorification. Merci. Je passe la parole à Karima. Attends. Audio. Tu m'entends? Ouais, moi je vais être concise. J'avais juste une question, c'est est-ce qu'on peut survivre dans la société actuelle si nous ne sommes pas du coup narcissiques? Et narcissique au sens de ce qu'a dit Marie-Thérèse, vraiment le sentiment de son identité, sa propre valeur. Pas dans je parle pas de vanité ou. C'est une question que je me pose. Ok. Laurence? Yes. Bonsoir. Ouais, moi je me demandais en fait par rapport à la question du narcissisme, si le problème vient en fait non pas de juste en fait d'avoir conscience de sa propre valeur. En plus, le problème viendrait que d'un attachement à soi, c'est-à-dire en fait qu'on demande non seulement, enfin au-delà de l'égoïste qui ne pense qu'à lui, le narcisse, j'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, que cet effet de miroir, c'est-à-dire de se regarder lui-même, c'est ce qui lui plaît. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose qui lui plaît, c'est lui-même. Et le problème, après il pourrait rester tout seul et tout va bien.
le seul problème, c'est que en quoi ça ne peut pas être un sentiment qui peut développer l'identité, dans le sens où on en aurait besoin, on aurait tous besoin d'être narcisse. Je m'oppose à cette affirmation, dans le sens où, en fait, on demande aux autres de nous aimer, mais pas au sens ouvert, aimez-moi, mais au sens déterminé. Aimez-moi comme moi je m'aime. Aimez-moi pour l'image que j'ai de moi-même. Si vous m'aimez autrement, je vais pas le voir. Je vais même pas en prendre conscience. Bon, c'est une affirmation. Voilà. Merci. Elisabeth. Je voulais juste ajouter, Laurence a parlé d'image, je voulais juste rappeler une chose qui est peut-être une évidence, c'est que le narcissisme, en tout cas, se fonde sur le mythe de Narcisse, dont une nymphe Écho était extrêmement amoureuse et lui incapable de répondre à cet appel de la nymphe, parce que la seule chose, en tout cas, il y a plusieurs formes du mythe, mais une forme du mythe qui est très présente, et celle-ci, ce dont Narcisse était amoureux, ce n'était pas de lui-même, mais c'était de sa propre image. Alors je pense qu'il serait peut-être intéressant de convoquer certainement la dimension du regard sur laquelle Michel a pris appui, et certainement aussi la dimension de l'image, et de questionner le rapport qu'il peut y avoir entre soi et sa propre image, l'autre et l'image que je donne. Voilà. Donc il me semble que ce questionnement de l'image peut être un fil qui me conduit à moi et à l'autre et qui peut peut-être me distinguer de moi et des autres. Merci. Romain? Ouais, j'avais pensé à prendre un peu la question dans l'autre sens, au lieu de partir du narcissisme qui expliquerait certains mots de la société. Comment maintenant les nouvelles technologies ou certains algorithmes ou la société d'aujourd'hui poussent les gens à devenir de plus en plus narcissiques. Donc plutôt dans ce sens-là aussi. Je pense à Facebook, la création d'avatars comme Facebook ou des choses comme ça pousse à avoir une image de soi ou les comptes Instagram qui font qu'elle est très embellie. Voilà. Michel? Oui, partir du mythe est toujours très philosophiquement porteur. Et les Grecs l'avaient bien vu, quoi. Le problème de Narcisse, vous le savez, c'est qu'il se regarde dans l'eau et il ne se reconnaît pas. Et pourtant, il tombe amoureux de cette image. Bon, c'est extrêmement curieux parce qu'il n'est pas conscient que c'est son image à lui. Mais il en demeure amoureux. Il en tombe amoureux. Alors que la femme qui est amoureuse, c'est-à-dire la nymphe Écho, qui est amoureuse de lui, il ne la reconnaît pas, disons, dans son amour. Donc, ce qui est en question dans le narcissisme, c'est la place faite à l'autre. C'est-à-dire que je veux bien, moi, que le narcissisme, ce soit structurant donc, pour son identité et pour avoir l'estime de soi et pour avoir une certaine valeur. Oui, mais tant que ma propre valeur n'est pas considérée comme supérieure à celle des autres. Et c'est là où finalement donc, pêche un petit peu donc, la question du narcissisme. C'est-à-dire que mon image, elle est préférée à celle de l'autre. Et d'une certaine manière, dans le mythe de Narcisse, il y a une forte illusion de l'autre. D'abord parce qu'il ne reconnaît pas sa propre image, donc il ne fait pas la différence entre l'autre, au sens avec un grand A, et soi. Et puis par ailleurs, la véritable altérité, c'est-à-dire celle de l'autre, la nymphe, il ne la reconnaît pas et il n'y répond pas. Donc il y a un problème de déficit de reconnaissance de l'altérité, quelque part, disons, dans le narcissisme, dans la mesure où c'est un amour de soi, un amour donc personnel, qui peut se comprendre tant qu'il nous permet de nous structurer, c'est ce qui a été dit, pour avoir la conscience de notre propre valeur,
mais qui commence à poser problème dans notre relation à autrui lorsque j'aime plus mon image que celle des autres. Ou alors je n'aime dans l'image que les autres me renvoient de moi que quelque part ce qui est avantageux, je vais citer la figure des autres du vanité. Donc c'est ça un petit peu dont il faudrait essayer d'explorer, c'est comment se fait-il que Narcisse finalement c'est quelqu'un qui s'aime lui-même plus que l'autre. Okay. Claire? Oui, alors justement, je me demandais si le narcissique n'était pas un perfectionniste. Et du coup, il peut travailler sur lui, sur son image pour la rendre parfaite. Et c'est plus intéressant, puisque c'est plus facile de changer soi-même que de changer les autres. Et du coup, il n'y a que lui qui compte, et puisqu'il peut travailler sur lui pour être le plus beau, le meilleur, le plus... Voilà, je me demandais cette relation entre perfectionnisme et narcissisme. Merci. Niki? Oui, j'avais retenu ce qu'avait dit Michel enfin de ce que voilà. Je sais plus comment interpréter, mais en tout cas, je voulais dire quelle est la limite entre la notion de narcissisme et la représentation que font les autres de nous, de soi-même. Comment faire ce narcisse qui en fait, il sait qui il est et il s'aime, et comment c'est possible qu'il arrive à sauvegarder cette unité si l'autre n'est pas en phase. En fait, on n'est jamais. Je me demande si on est capable d'être narcisse tout le temps, il y a ces perturbations de l'extérieur et qui font qu'on nous renvoie toujours à notre image. Mais c'est le problème de l'image, en fait. Le rapport à l'image, ce que les gens pensent de vous et comment nous on le ressent, comment il est perçu. J'ai pas trouvé la question qui correspond. Karima va dire que je suis un peu perchée, quoi. Je peux essayer de reformuler. Elle n'a rien dit pour l'instant. Marie-Thérèse, à toi. Moi, je voulais revenir à l'idée qui a été émise, je crois, par Michel et peut-être par d'autres aussi, sur le fait que Narcisse, aussi Elisabeth, sur le fait que Narcisse ne sait pas, il voit son image et ne sait pas que c'est lui. Et je pense au fait qu'il y a aussi de l'infantilisme là-dedans. Peut-être que ça vous est arrivé à tous, je ne sais pas, de voir un petit, enfin moi j'ai ce souvenir d'un petit peut-être de 6 mois, qui s'aperçoit dans la glace et qui se donne un bisou. Qui donne un bisou à l'image qu'il voit dans la glace, il ne sait pas que c'est lui. Alors je me demandais quel était le rapport, enfin oui, à un infantilisme qui aurait perduré. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais enfin, c'est l'idée du moment. Laurence? Oui, je me demandais en fait dans quelle mesure, pourquoi en fait Narcisse ne se reconnaît pas dans sa propre image. Ce serait peut-être parce que justement son image est en construction, et du coup c'est vrai que dans ma tête ça fait un lien avec les réseaux sociaux. Ça touche beaucoup les adolescents, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de structurer eux-mêmes leur identité. Et du coup, je pense qu'on se reconnaît d'autant moins dans une image qu'on essaye de donner, que finalement, identifier soi-même exactement qui on est. Du coup, voilà, c'était juste une piste. René, à toi. Je me demande, j'essaie de reformuler la question de Niki parce que je crois que ça posait aussi d'une autre manière ce que disait Michel Tosi. Je crois que le problème qui est posé, c'est le narcissique semble être aveugle à la dimension de l'autre et pourtant l'autre
est toujours en train de... On sent toujours sa propre image questionnée par les positions des autres. Et donc, jusqu'à quel point on peut être aveugle, c'est-à-dire ne pas voir l'autre alors que l'autre ne cesse de nous questionner et de questionner l'image à laquelle, une image que l'on veut défendre de soi ou que l'on imagine plus belle qu'elle ne l'est. D'un côté, il y a un point aveugle par rapport à autrui, et néanmoins, cet autrui ne cesse de nous questionner. Je ne sais pas si je l'ai bien formulé. Mais... Merci. Merci. Elisabeth? En écoutant René, je repense à Narcisse, dont Écho est amoureuse. Et l'amour, chez les Grecs, c'est un désir, et ce désir, en fait, c'est une force qui me met en mouvement, qui nous met en mouvement. Et voilà que notre bonhomme Narcisse a en face de lui non seulement un autre, mais peut-être que cet autre pourrait ici se caractériser par une de ses dimensions essentielles, c'est d'être désirant, qui veut dire tout simplement être capable de se mettre en mouvement vers ce qui lui manque. Alors, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable de voir l'autre dans la dimension de mouvement qu'il met en œuvre vers moi? L'autre me désire et je ne le vois pas. Ça, c'est Narcisse. Et je suis attirée par autre chose. Je suis attirée non pas par moi, mais je suis attirée par une image dont je ne comprends pas qu'elle est moi. Et le mouvement se passe là uniquement entre moi. Est-ce qu'on peut dire entre moi et moi? Parce que je pense qu'une chose à éclaircir aussi, c'est elle est de l'ordre du rapport de l'image entre ce qu'on appelle l'image et entre ce que l'on appelle soi. Qu'est-ce que c'est que l'image par rapport à moi? Voilà. Merci. Michel? Oui, il me semble, par rapport à ce que dit Elisabeth, que Narcisse est essentiellement dans la dimension imaginaire. C'est-à-dire que pour ce qui compte pour lui essentiellement, disons, c'est sa propre image, mais non médiatisée par l'autre, par l'altérité. Et j'opposerai au mythe ce que Jacques Lacan dit du stade du miroir. Le stade du miroir, c'est selon Lacan, et ça correspond à un certain nombre d'observations empiriques, vers 18 mois, l'âge où l'enfant est dans les bras de sa mère, qui elle regarde le miroir et lui dit « c'est toi, voilà, c'est toi Michel ». Et l'enfant se reconnaît dans le miroir comme étant lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'une part, il est nommé, et là on accède à la fonction symbolique, on sort de l'imaginaire pour accéder à la fonction symbolique, et on accède à la fonction symbolique précisément à cause de la présence du tiers, c'est-à-dire de la mère qui est là pour nommer l'enfant dans sa propre image. Et c'est là où l'intervention, disons, du tiers va casser ce monologue, on pourrait dire, de image contre image, quoi. Où finalement, donc, quand on aime sa propre image, on n'est jamais sorti encore de soi, quoi. Par contre, cette image, on peut l'accepter comme sienne à partir du moment où elle a été nommée par l'autre. Voilà, grosso modo, si vous voulez, en quelques mots, la signification, l'explication du stade du miroir selon Jacques Lacan. Et alors, ce qui est intéressant au niveau philosophique dans cette explication, c'est que dans la dialectique entre moi et l'autre, il faut une troisième. Il faut quelque part, disons, un tiers. Alors, ça peut être le langage, par exemple, c'est pas un hasard si l'enfant est nommé par sa mère en disant c'est toi, et en montrant précisément l'image. Mais finalement, la sortie du stade narcissique, ce que les psychanalystes appellent le narcissisme primaire, c'est précisément, et c'est l'accès au symbolique, la nomination par le tiers. Et donc, du coup, il y a une véritable institutionnalisation à ce moment-là, disons, de l'autre dans mes propres relations. Merci.
Alors, Coralie voudrait exprimer quelque chose en réponse à ce que Michel a dit auparavant sur l'autre, une hypothèse. Une impossible confiance en le jugement de l'autre due à l'exigence de soi surdimensionnée et du fait de l'auto-performance aveuglante et s'ensuit l'analyse impitoyable de l'ego. Marie-Thérèse, à ton tour. Et je me posais la question à propos du fait qu'on se reconnaît comme étant soi par l'intermédiaire d'un tiers. Est-ce que il n'y a pas à ce moment-là aussi le sentiment qu'on est séparé de l'autre? Et cela crée un besoin, c'est-à-dire le besoin de l'autre et le besoin d'aller vers l'autre. Et je pense que dans le narcissisme, il y a cette composante-là. Comment est ressenti ce besoin de l'autre? Puisqu'on se reconnaît vraiment comme étant soi-même, mais en même temps étant séparé, ce qui est sans doute une blessure aussi, d'être séparé et de devoir aller vers l'autre ou d'attendre que l'autre, ou d'attendre peut-être indéfiniment, suivant qu'on est plus ou moins narcissique, que l'autre vienne vers vous. Enfin, attendre assez longtemps. Et la difficulté, est-ce que ce besoin n'est pas parfois ressenti comme un manque? Bien sûr, enfin, doit être ressenti comme un manque, mais je voulais dire, est-ce que ce n'est pas ressenti comme une faiblesse aussi, comme un moins et non pas un plus, ce qui doit faire problème, entre autres dans ce problème de narcissisme, ce qui est bien compliqué, selon moi. Merci. Romain, à ton tour. Je pense pas, je suis pas trop d'accord avec toi, Marie-Thérèse, sur. Je pense pas que le problème du narcissisme ce soit le fait qu'il soit séparé des autres. Je pense plutôt qu'il est séparé de lui-même, c'est-à-dire de l'image qu'il a de lui-même, qui n'est pas en adéquation avec avec ce qu'il est au fond. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne s'est pas trouvé, qui vit dans une représentation qu'il a de lui-même. Et cette représentation, c'est pas n'importe laquelle, c'est la plus glorieuse qu'il y a. Donc, c'est le rapport aux autres, pour moi, il existe. Hein. Le narcissique, le narcissique, Mais bon. le narcissique a des relations aux autres. La seule différence, c'est que ces relations sont biaisées parce qu'il les utilise comme un moyen de se glorifier. Et en sens, il y a des relations, mais elles ne sont pas basées sur une sorte d'équité ou de valeur. C'est pas une fin en soi, comme ce qui avait été dit dans la définition. Et c'est ça qui crée la souffrance des gens. Mais il y a quand même relation avec les autres, il me semble. Et je pense que justement, le narcissique a un problème c'est l'image de lui-même, enfin, on va dire la glorieuse image de lui, qui fait que ça l'empêche de, comme Nietzsche dirait, de devenir lui-même. Voilà. René, tu veux nous dire ce qui te fait rire? Je laisse les choses, je vois que Laurence demande la parole. Alors, il y a Laurence qui veut intervenir. Laurence? Ouais. Il y a une idée qui me vient là comme ça. Je me dis du coup, est-ce que pour Narcisse, en fait, est-ce que Narcisse, il se sent bien ou il se sent mal? En fait, je me demande, parce que pendant ce temps, c'est vrai que il y a toujours ce paradoxe finalement entre l'autre n'a aucune place, mis à part mon auto-glorification. Et en même temps, donc j'ai besoin du regard de l'autre, et en même temps, le regard de l'autre n'est que ce que je veux bien y voir, en fait. Mais pendant ce temps, est-ce que ça lui sert à quelque chose? Est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il ressent ce manque, cette vacuité? Ou est-ce que finalement il se dit, est-ce que cette énergie qu'il puise, cet amour qu'il a pour lui-même, est-ce qu'il en fait quelque chose pour, je sais pas, devenir, pour devenir quelqu'un? Ou est-ce que c'est une force ou une énergie qui
qu'il puise? Ça, c'est aussi un truc que je me pose. Bon, c'est juste par rapport à la référence du texte à la base. Parce qu'on parlait, à un moment, je crois, il parlait des scientifiques. Et du coup, le scientifique, s'il est interprété comme étant un narcisse, c'est qu'en fait, il a quand même pour vocation de faire quelque chose de difficile, de faire avancer la science, etc. Donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que je me posais la question de l'intériorité du narcisse et de son utilité, on va dire. Merci. Frédéric? Ce qui a amené mon intérêt pour ce sujet, en fait, et pour l'article de l'auteur, dont j'ai oublié le nom, c'est qu'il se pose la question en quoi le narcissisme peut être dangereux pour la collectivité. Alors, je suis assez d'accord avec la définition qu'a donnée René, la définition de Patrick Juignet, sur l'intérêt du narcissisme dans la structuration de la personnalité. Maintenant, en fait, je vais essayer de retrouver le nom de l'auteur de l'article. Comment il s'appelle ce brave homme? J'ai oublié le nom. Bruno Lemaître, voilà. Bruno Lemaître, visiblement, ce qui le gêne, c'est dans quelle mesure le narcissisme va perturber le fonctionnement des groupes. Hein, c'est-à-dire qu'on a besoin, pour un chef, qu'il ait un certain nombre de qualités, que le narcissisme peut contribuer peut-être à renforcer, ou au contraire, peuvent poser problème. Mais le grand problème, c'est de savoir s'il ne va pas stériliser le travail des autres. Et en fait, moi, j'ai pensé, quand j'ai lu cet article, j'ai tout de suite pensé à professeur Raoult, hein, où je me suis dit, tiens, voilà un article qui s'applique parfaitement. Hein, la question était de savoir donc si son médicament était efficace ou pas, et l'argumentaire qu'il développait me semblait de nature narcissique. Hein, beaucoup plus que de nature rationnelle. C'est pour ça que ça m'avait choqué et c'est ça qui m'avait intéressé dans l'article. Et j'ai bien aimé les conclusions de Bruno Lemaître qui dit en fait deux choses à la fin de son interview, qui dit la première, que les femmes semblent être, quand elles sont en situation de direction, moins narcissiques que les hommes, moins accro au pouvoir en quelque sorte, et elles sont prêtes finalement à gérer le groupe et non pas à faire passer leurs idées d'abord. Ça, c'est assez intéressant. Il y avait cette première conclusion. Et la deuxième conclusion, il proposait, alors je ne sais pas ce que vaut cette proposition, elle a déjà été faite en politique, que la direction ne soit pas choisie sur des critères objectifs, mais soit choisie par tirage au sort. Alors quand je dis critères objectifs, c'est peut-être pas tout à fait le terme qui convient. Et donc, il proposait que la direction des groupes de recherche soit assurée par des gens qui soient simplement tirés au sort, de façon à faire en sorte qu'ils ne privilégient pas leurs propres hypothèses en profitant de leur position, mais qu'ils fassent réellement émerger le travail du groupe. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant, en fait. Et donc, il faut certainement un peu de narcissisme pour structurer sa personnalité, mais trop de narcissisme, manifestement, est un problème social. Merci. Marie-Thérèse, est-ce que tu souhaitais intervenir auparavant? Je crois que j'ai sauté ton nom. Attends, tu n'as pas le micro là. Je voulais juste... Ça y est, je voulais juste brièvement répondre à Romain à propos de ce qu'il disait. Enfin, je crois que j'ai encore ma réponse en tête. Je me disais, le narcissique, c'est quelqu'un qui se vit, c'est une illusion, mais comme un être plein. Donc, qui n'aurait pas besoin des autres. Et je me souviens cette expression de l'un de mes parents autrefois, parlant d'un fief et vaniteux, de quelqu'un qui était vraiment vaniteux, qui disait « ce type-là est plein de lui-même ». Et moi, ça me parlait vraiment. Donc, quelqu'un qui se présenterait comme n'ayant pas besoin de l'autre, comme n'ayant pas de manque ni de faille. Alors, évidemment, je reviens un petit peu à mon idée, il va être... il va peut-être avoir un certain contentement de lui-même, mais il va être toujours un être séparé. Et c'est là aussi que je
je pensais à l'immaturité, justement, quand je parlais de l'enfant qui voyait pas qu'il s'agissait de lui-même. Bon, je crois que je m'arrête là parce que je suis en train de m'embrouiller un peu. Mais je voulais dire à Frédéric à propos de juste ça, à propos de narcissisme. Alors là, pour les scientifiques, les sachants, sur les plateaux de télévision, c'est Narcisse contre Narcisse. Hein. C'est pas Cramer contre Cramer, mais tous ces narcisses, j'ai l'impression, à des degrés divers, ils se valent. Voilà. Merci. Michel? Oui, par rapport à ce que disent Frédéric et Marie-Thérèse, le problème de Narcisse, c'est le problème, disons, du rapport à l'autre. Il faut pas oublier, dans le mythe, on n'a pas encore parlé, qu'en se penchant pour regarder dans l'eau une image, il se noie. Ça, c'est quand même intéressant, disons, dans le mythe. Comment se fait-il qu'on puisse se noyer quelque part, disons, dans sa propre image, et quelle est la signification du mythe, comment on peut traduire cet aspect un peu mythique en termes, disons, plus rationnels. Je crois que fondamentalement, il rate le désir de l'autre. Il rate le désir d'écho, mais parce que le désir ne peut être structuré que par le désir de l'autre, et non pas par le désir de soi. Et donc finalement, c'est quelqu'un qui finalement, pour qui les autres ne sont que des fers-valoir. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas par eux-mêmes, mais simplement par ce qu'ils peuvent dire d'intéressant aux narcisses, c'est-à-dire les compliments, donc, si vous voulez, voilà, faire valoir, etc. Mais ils ne sont pas intéressants par eux-mêmes. Et du coup, ils ratent le désir, me semble-t-il, narcisse. Ils ratent ce qui est intéressant dans l'autre, c'est précisément qu'il est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a du mystère, qu'il y a de l'inconnu, et ça ne l'intéresse pas, hein, que Écho l'aime, ça ne l'intéresse pas, lui. Pas se disant quelque part à soi-même, il se détourne finalement un petit peu, disons, de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on parle, par exemple, de pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est celui qui ne considère finalement l'autre que comme un objet à manipuler, finalement, un petit peu, disons, dans son propre intérêt. C'est pour ça que ça peut donner lieu aussi, on n'en a pas parlé, à des pathologies. Donc, à mon avis, si on a besoin quelque part de la conscience de son identité et de s'estimer soi-même, c'est-à-dire quelque part de s'aimer soi-même, ça va passer toujours, me semble-t-il, par le détour, disons, de l'autre, mais un autre finalement que l'on désire et que l'on reconnaît. Merci. Je donne la parole à André. Merci. Je voulais répondre un peu à Frédéric, et précisément sur le cas Raoul, qui me semble assez intéressant. Parce que justement, il faut éviter, à mon avis, de tout concentrer sur les relations entre personnalités, l'analyse de personnalité, quand il faut comprendre les phénomènes. Raoul se prétendait et affirmait qu'il était un maître de l'épistémologie, c'est ce qui ressort dans son interview. Et là, on voit qu'il dérive complètement, apparemment. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de répondre sérieusement au questionnement qui lui est amené par l'extérieur, c'est-à-dire par plusieurs instances médicales qui sont quand même pas n'importe quoi. Il y a le Lancet, il y a l'OMS, etc. Et en gros, il dit, bon, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, moi j'ai vu ce que j'ai vu de mes yeux, donc vous avez tort. Bon, c'est quand même un petit peu faible, mais ça ne veut pas dire encore une fois qu'il a tort. Alors, bon, quand il était un peu plus populaire, il y a 2 semaines, j'ai dit qu'il fallait rester prudent et je maintiens mon conseil de prudence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas bien, mais elles se passent d'abord au niveau scientifique, dans la complexité des choses et pas d'abord dans les personnalités. Je pense qu'il faut éviter de tout situer, de tout comprendre au travers du choc des personnalités et de l'analyse des personnalités. Il y a un monde extérieur qui les influence, il y a la maladie, il y a l'efficacité des médicaments, et il faut d'abord comprendre les choses en fonction de ça, parce qu'autrement on dérive dans le psychologisme, et ça, c'est une grave erreur, ça ne nous permet pas de comprendre le monde, que ce soit en matière scientifique ou en matière bancaire ou en matière de pouvoir.
Merci. Elisabeth, tu n'as pas ton micro, Elisabeth. André, juste dire, avant une autre observation, juste dire qu'au niveau des sciences, la science et la philosophie des sciences notamment a depuis longtemps mis en avant le fait, et la science l'a mis en avant elle-même, que la position de l'observateur avait une incidence énorme sur l'objet observé. Donc, regarder ce que tu appelles une personnalité, la scinder d'une telle façon d'une observation, de l'observation du phénomène, ça ne me semble pas possible. Et par ailleurs, je me demandais, suite à l'intervention de Frédéric, qui avait situé un petit peu le pourquoi de sa proposition, je retournais voir la définition que René nous a écrite de ce psychiatre, qui n'est pas la définition qui vient de ce monsieur qui écrit le texte, qui ne nous a pas donné de définition, mais qui nous a donné des caractéristiques, mais sans les articuler, en tout cas. Et je mettais d'un côté cette définition qui me semble complètement neutre, dans la mesure où j'ai le sentiment qu'elle ne pose rien. Dire que le narcissisme, c'est un ensemble de processus psychiques dotés d'une forte charge affective qui contribue à l'identité, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. À l'estime de soi, je voudrais bien savoir ce que ça veut dire, et au positionnement par rapport aux autres, et aucune caractéristique de ce type de positionnement. Et ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur le lien que nous pourrions faire entre ce type de définition émanant d'un psychiatre psychanalyste et toutes les caractéristiques du narcissisme que nous avons mises en avant autour du mythe, au départ du mythe. Parce que là, pour le coup, j'ai le sentiment que nous parlons de choses différentes, ou je ne sais pas très bien de quoi nous parlons dans cette définition du psychiatre. Si. René? Tu avais paniqué avant, non? Oui. Non, c'est moi. Pardon. Donc, excusez-moi, parce que du coup, j'ai deux interventions. Justement, j'ai souvent remarqué, en fait, quand on parlait, je dirais, on va dire, sur les registres de la psychologie, que les liens étaient difficiles à faire avec la philosophie, et Michel l'a explicité, enfin l'a dit en début de séance, et ça m'a conforté dans la difficulté que j'avais à faire des liens de cet ordre-là. Après, il y a bien eu ces deux angles, c'est-à-dire l'angle existentiel, c'est-à-dire le rapport à soi, et puis l'angle éthique, c'est-à-dire le rapport à l'autre. Donc, il y a cette dimension-là, et c'est vrai que, Frédéric, tu as proposé cet article en rapport avec, et l'auteur se positionne comme ça, c'est-à-dire les questions du narcissisme, c'est-à-dire d'une enflure de l'ego par rapport aux problèmes de société. Alors, donc juste deux, trois petits éléments, parce que je trouve en même temps ta question, Elisabeth, très, très importante. Je reprends la définition. Sous le terme de narcissisme, nous désignons l'ensemble des processus psychiques. Donc, il y a une complexité du processus psychique. Il y a une charge affective initiale dont on comprend qu'elle constitue une base de sécurité à partir de laquelle, parce que nos parents, entre autres, ou un entourage nous reconnaît, fait qu'on peut accéder à une image de soi. C'est l'effet de l'image, le stade du miroir que Michel a mentionné, c'est-à-dire c'est par le tiers qu'on devient soi dans un processus de reconnaissance qui, pour le coup, se fait avec des images, par images interposées. Alors, on peut estimer que si cette reconnaissance se fait mal, le sentiment de soi reste blessé, absent. Marie-Thérèse, tu parlais d'une séparation de soi. Peut-être que dans l'image que l'autre nous renvoie, on ne se reconnaît pas et on reste blessé narcissiquement. Donc, je pense que c'est cette complexion qu'il faut essayer de se représenter. Alors,
la question est, et j'ai l'impression qu'on était dans ce questionnement jusqu'à ce que Frédéric ramène le sujet de l'article, c'est-à-dire si moi je reste dans mes blessures de moi, de quelle manière il semble impossible que je prenne en considération l'autre et que l'autre ne serve qu'à valoriser ce que je cherche à valoriser parce que je suis blessé. Enfin, ça ressemble à ça. Alors, si on part de cette situation de départ et du fait que ça crée tous les problèmes de la société, est-ce que de changer la société, c'est-à-dire de changer les procédures de vote, est-ce que ça va changer le narcissisme des gens? Moi, je n'ai pas forcément l'impression. Est-ce que les femmes vont être moins narcissiques? Je n'ai pas nécessairement l'impression non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est trop décorrélé pour faire un raccourci de cette manière-là. S'il y a un problème de narcissisme, il y a un problème de narcissisme. Et s'il y a des problèmes de société, il y a des problèmes de société. J'ai l'impression qu'il faudrait les dissocier. C'est tout. Romain. Alors, le narcissique, il est narcissique, il est fonction du regard des autres. Il va chercher sa gloire à travers l'utilisation qu'il va faire des autres. Et du coup, je posais la question à un narcissique qui se retrouve sans admirateur, sans foule ou sans autre, et s'il est tout seul face à lui-même, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va continuer à essayer de chercher une sorte d'image de lui glorieuse, ou alors il va essayer de se rencontrer lui-même? Voilà, donc ça, je trouve que c'est une question intéressante. Et ensuite, j'ai une question un peu plus provocatrice, c'est-à-dire que on a essayé de tout dire là, d'essayer de dépeindre ce que c'était un narcissique. Et maintenant, j'aimerais qu'on questionne de manière un peu provocatrice vraiment en quoi c'est négatif d'être narcissique. Parce qu'à chaque fois, je peux vous trouver un contre-argument qui montre que ça l'est pas. Par exemple, c'est quelqu'un qui est égocentré. Depuis quand qui a dit que c'était un défaut d'avoir un monde qui est centré sur lui-même? C'est complètement un jugement de valeur arbitraire. Ensuite, la nature des relations par exemple, l'égocentrique utilise des gens pour arriver à ses fins. Et du coup, ça crée de la souffrance et de la détresse. Mais cette souffrance et cette détresse n'existent que parce que les autres sont déçus des attentes que eux-mêmes avaient portées dans la relation. Donc en soi, c'est pas le narcissique qui déçoit les personnes, c'est les autres sont déçus des attentes qu'elles avaient alors que lui n'a peut-être rien promis. Enfin, c'est pas dit. Donc on peut se poser la question de en quoi c'est mal d'être narcissique et si c'est pas juste une sorte de convention qu'on doit pas l'être, parce qu'en soi, y a-t-il quelque chose de négatif quand je vois toute la liste descriptive et toutes les caractéristiques qu'il y a, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Pour moi, on peut dire que telle chose est négative, telle chose est positive, mais en soi, pour moi, c'est pas forcément négatif en soi. Voilà. Merci Romain. Niki? On peut t'aider? Non, c'est bon. Ça y est. Oui, justement, alors, je suis d'accord, Romain. Je trouve en quoi est-ce négatif d'être narcissique? Et pourquoi ce ne serait pas les deux? Est-ce qu'il existe des narcissiques qui sont positifs, donc bons, et d'autres négatifs? Parce qu'après tout, si on s'aime soi-même et qu'on fait du bien aux autres, why not, quoi? Et également, comme dit René, j'ai du mal à faire à sauter le pas de ce mot narcissique qui est dû à une légende, à une histoire, un mythe, pour passer de l'étape psychologique à philosophique. Ça me pose un petit problème, d'autant plus qu'on n'est pas tous nés de la même manière, nous n'avons pas eu tous le même regard de nos parents. Et après, comment se construit-on? Est-ce qu'on se construit par le regard des autres ou est-ce que l'on se construit
par notre regard sur le monde. Et comment tout ça, ça va filtrer et quelle est finalement la finalité, puisque si Narcisse on est et que c'est bon pour la planète, pourquoi pas? Voilà. Alors, Marie-Thérèse. Oui, je reviens encore une fois à l'exemple de Frédéric à propos de tous ces narcisses qui s'affrontent dans les médias. Je me disais que j'étais frappée par leur manière peut-être parfois de gérer l'incertitude. Comment est-ce qu'ils négocient avec l'incertitude, ces gens-là? Et je me disais qu'il y en a on voit un de ces scientifiques, on voit assez vite lequel, qui affiche une certaine désinvolture face à toutes les incertitudes qu'on décèle chaque fois à propos de la crise actuelle, on a des scientifiques sur des plateaux de télévision, par exemple. On sent bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui ne sont pas toujours avouées. Et je me dis que est-ce qu'il n'y a pas comme une supériorité, par exemple, supériorité, je ne sais pas si c'est le mot, mais quelque chose qui frappe, voilà, chez un Raoul, par exemple, qui a justement, qui fait mine un peu de se ficher du regard de l'autre quant à la part d'incertitude dans ce qu'il avance, dans les études qu'il met en avant par rapport à d'autres. Moi, ça me frappe beaucoup et je me disais, qu'est-ce que Narcisse, si on revient au mythe, si on revient au concept plutôt, qu'est-ce que Narcisse a à voir avec l'incertitude? Je me souviens d'avoir lu d'un philosophe, je ne sais évidemment plus lequel, qui disait que l'intelligence de quelqu'un se mesurait au degré d'incertitude qu'il était capable de supporter. Et je trouvais, au degré ou à la quantité d'incertitude plutôt, qu'il était capable de supporter, je trouvais ça intéressant. Mais évidemment que par les temps qui courent, il vaudrait mieux avoir quelques certitudes, mais on en a si peu. Voilà. Merci. André? Merci. Oui, pour reprendre ce qu'a dit Romain, je pense effectivement qu'il n'est pas possible de décréter en soi le caractère positif ou négatif d'une certaine dose de narcissisme. Et pour rentrer dans le cas particulier de la recherche scientifique, il est clair pour moi que la grande majorité des scientifiques brillants ont une forte dose de narcissisme. Et que le problème, c'est qu'il n'est pas possible de dépasser cette caractéristique en employant le moyen que propose René, à savoir le tirage au sort, enfin, à part pour la direction administrative. Mais dans les faits, je veux dire, s'il y a une chose qui n'est pas démocratique, c'est la recherche scientifique. Donc, il y a plein de gens en matière scientifique qui ont des idées brillantes, bon, qui se révèlent parfois fausses. Voilà. Donc, on ne peut pas dire, voilà, il faut éliminer le narcissique et les gens qui ont une personnalité forte en matière scientifique, parce qu'on éliminerait tout ce qui est intéressant. Mais évidemment, ce serait plus calme et tranquille, mais c'est justement pas ce qu'on recherche. Donc, il faut chaque fois voir la dose correcte entre le narcissisme, l'impulsivité, la force de caractère de certaines personnes, et puis le résultat qu'on obtient. Et c'est un dosage difficile. Donc, il n'y a pas de recette miracle en la matière et je pense qu'il n'est pas possible de parler des dangers ou des qualités ou des risques liés au narcissisme en dehors d'un contexte. Et dans le contexte particulier de la science, à la fin, il y a quand même toujours un test qui ne se fait pas toujours facilement et rapidement, alors qu'en matière politique et militaire, le problème est différent parce qu'il faut savoir qui gagne la bataille, et ça, c'est quand même un petit peu plus dangereux et un petit peu plus mortel. Merci André. Franck? Oui, bonsoir. Oui, pour moi, quand même, dans la définition qui est donnée du narcissisme comme étant avoir une forte confiance en soi, un sentiment de supériorité, etc., si à petite dose, c'est pas forcément quelque chose de négatif, on voit bien, enfin, pour moi, c'est clair que ça va vers le dictateur, enfin, celui ou le roi qui veut qu'on l'admire, que tout le monde se prosterne devant lui. Et puis, il y a une idée d'impossibilité d'être contredit
donc une sorte d'un sentiment de supériorité, parce qu'effectivement, dès que l'image de soi est remise en cause, ça devient complètement insupportable. Et plus effectivement, c'est une sorte de cercle vicieux qui, plus effectivement les autres ont tendance à éviter de remettre en question cette image puisque ça provoque une réaction violente, ben, plus les autres vont éviter de mettre en cause cette image de soi, plus le degré de narcissisme qui devient effectivement totalitaire va devenir élevé. Et finalement, la question que je pose, moi, c'est d'où vient ce sentiment-là et quels sont les processus qui amènent à devenir narcissique et quels sont parce que je considère moi que c'est quand même une pathologie, comme l'a dit aussi Michel à un moment donné. Quels sont les moyens de est-ce que c'est curable, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut guérir en quelque sorte, voilà. Merci. Nadège. Voilà, moi j'avais envie de revenir sur ce que René a dit tout à l'heure. Il faut dissocier les problèmes des narcisses et les problèmes de la société. Or, Bruno, le maître, là, dans son entretien, justement, argumente, voire justifie la dégradation des conditions dans la société. Il parle des maux de la société par la montée des narcissismes. Je n'ai pas retrouvé la citation exacte. Il dit en gros la montée des narcissismes ces dernières années est à la base des maux de notre société. Or, il semblerait, et j'ai encore vérifié cette semaine quand il nous a donné le sujet, que en effet c'est le contraire, c'est-à-dire c'est la société qui produit les narcisses de nos jours. Les narcisses ont toujours existé. La preuve, le mythe. On n'a pas fait tout de suite dès le début la différence entre le narcissisme pathologique et le narcissisme qui a été réhabilité ces dernières décennies par les sciences sociales, où on parlerait plutôt de l'estime de soi. Or, si on prend le narcissisme pathologique et quelqu'un qui ne tient pas compte de l'autre, qui a des problèmes avec le rapport aux autres, qui est convaincu, ça a été dit à plusieurs reprises, de sa supériorité, qui vit par son propre image. Selon, je crois qu'il s'appelle Laurent Gory, qui nous a donné sa conférence, il est assez clair là-dessus en disant, mais finalement, les narcissiques, les imposteurs sont finalement nous renvoient ou bien renvoient à la société les valeurs que la société produit. Puisqu'on demande aux personnes d'être individualistes, puisqu'on leur demande d'être fortes, d'écraser si nécessaire les autres, c'est le miroir qui finalement va fonctionner, qui fonctionne, il est très clair, qui fonctionne, et ces personnes nous renvoient ou bien renvoient à la société les valeurs de la société, c'est-à-dire deviennent ou bien sont, il y a ceux qui sont peut-être plus propres à le faire que d'autres. Et comme la société demande comme la valeur la plus importante
de s'adapter, il s'adapte, même si c'est en trichant, même si c'est en marchant sur l'autre. Et cette injonction de la société, et il donne des exemples, il évoque les journalistes, il évoque l'éducation, de répondre aux désirs de l'autre, finalement, façonne des individus qui n'ont aucune valeur d'autre que s'adapter, d'être fort, voire d'être le meilleur. Merci. Je donne la parole à Claire. Oui, alors du coup, ça va aller dans la continuité de ce que vient de dire Nadège. Et puis aussi, c'était par rapport à ce que disait Romain sur est-ce que c'est positif ou négatif le narcissisme. Moi, je me posais la question de pourquoi on admire les gens narcissiques et dans le mythe, pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un de narcissique. Et du coup, je me demandais si c'était pas effectivement la projection de ce que tout le monde aimerait, c'est-à-dire avoir une surconfiance en soi. Pourquoi on admire ces gens-là? Est-ce que c'est pas un peu de la jalousie ou de la projection? Mais ça va dans le sens de ce que disait Nadège juste avant. Merci. Frédéric? Je vais également poursuivre dans ce sens-là, donc dans ce qu'avance Nadège. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la dimension culturelle de l'intérêt qu'on porte au narcissisme et aux narcisses, quels que soient les narcisses. Et un peu pour répondre à René sur comment faut-il diriger des groupes et est-ce que la direction des groupes doit s'effacer devant le groupe, je mettrai en avant deux modèles. Le modèle suisse politique, avec un président dont je ne connais même pas le nom, et 7 conseillers d'État dont je ne connais pas non plus les noms, 7 ou 8, j'ai oublié, qui fonctionne, je crois. Jusqu'à maintenant, la Suisse n'a pas disparu de la carte du monde, elle est toujours là, et depuis longtemps. Par rapport au modèle français, qui est un modèle centralisateur dont Louis XIV qu'on peut dire, a structuré, tout repose sur une personne, donc on est dans un modèle de dictature, dont Macron est actuellement un brillant exemple, quelqu'un qui est parfaitement narcissique. Et donc, je me dis, je répète ce que je disais tout à l'heure, à savoir, est-ce que le narcissisme, quand il est trop développé, ne devient pas un réel problème au fonctionnement des groupes, et en fait empêche les groupes de fonctionner au mieux et les fait fonctionner sous des régimes plus ou moins dégradés, on va dire. Et quant au côté culturel du narcissisme, il est évident que les médias s'intéressent davantage à des personnes narcissiques qu'à des personnes qui vont être modestes, qui vont émettre des doutes sur tout ce qu'ils pensent, sur tout ce qu'ils disent. C'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Et donc, je serais d'accord avec les remarques qui ont été faites auparavant, à savoir, on est dans un modèle de société basé sur l'individualisation, ce qui suppose le narcissisme. Puisqu'on met en avant les individus, il faut qu'il y ait un individu exemple qui soit la personne de référence pour tout le monde, quoi. Et donc, c'est pour ça que la conclusion de Lemoine, Bruno Lemoine, m'intéresse, à savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas que la direction des groupes soit une direction discrète et anonyme, et non pas des directions brillantes qui envahissent tout l'espace et qui stérilisent la parole, en fait. Merci. Je donne la parole à Marie-Thérèse. Attends, je t'active, Marie-Thérèse, attends. Tu arrives? Attends. Tu arrives? On ne t'entend pas. Je vais remettre le micro. Voilà. Maintenant, je l'ai remis. Oui, ou tu l'as remis. Je passe cette fois. Merci. Ah, d'accord. René? D'accord. Oui, je trouve assez intéressant, je dirais, la manière dont on renverse les choses. C'est-à-dire que, est-ce que
Parce que l'auteur dit c'est le narcissisme qui finalement est la cause des problèmes de notre société moderne, pour faire vite. Et finalement, Nadège, tu renversais quasiment la proposition, et peut-être que Frédéric, tu vas aussi dans ce sens-là, où c'est la société, par ses incitations, sa structuration, qui favorise un narcissisme tel qu'on ne trouve que des gens hyper narcissiques au sommet des hiérarchies, et peut-être qui sont aussi derrière les algorithmes qui font que sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on est stimulé au niveau d'une base réflexe gratifiante dans notre narcissisme primaire, en fait. Donc, les choses semblent se renvoyer comme ça l'une à l'autre. Alors, moi, je poserais la question, c'est, dans le débat scientifique, il y a quelque chose qui permet à chaque chercheur de sortir de son narcissisme, en ce sens que la raison et l'objet de science font autorité sur la personnalité. Et donc, à partir du moment où ce n'est plus la raison des choses et l'observation qui sont mises en avant, on peut dire qu'on n'est pas dans le débat. Et pour les hommes politiques, il en est de même. C'est-à-dire que si on met en avant leur charisme ou l'admiration qu'ils suscitent ou des propos qui sont des promesses qui sont irréalistes et qui flattent les égos, on peut estimer qu'ils ont peu de sens, peu le sens du bien commun. Alors, donc moi, la question que je me posais, c'est si la personne qui a un problème avec son narcissisme a du mal avec la rencontre de l'autre, combien il est encore plus difficile pour elle de penser un rapport au bien commun. J'ai l'impression que c'est absolument hors de sa portée. Et par conséquent, le mal de ce qui fait tant de bien en soi, c'est cette incapacité non seulement à rejoindre l'autre, mais à s'inscrire dans un projet commun, dans une idée du bien commun. Voilà, c'est tout. Merci René. Michel? Oui, une petite aparté pour commencer. Frédéric et Romain pensent que nous n'avons pas besoin quelque part, disons, d'un tiers médiateur. Et Frédéric prend l'exemple des animaux qui se reconnaissent, disons, dans le miroir et qu'on n'a pas besoin de nommer pour qu'ils se reconnaissent. Qui n'auraient pas besoin de... il faut tenir compte quand même du fait que les animaux sont des êtres essentiellement de besoin, alors que l'homme est un être de désir. Et ça change absolument tout. Et c'est précisément, disons, le langage à double articulation, donc cette façon, disons, de nommer le réel, mais tout en le ratant, donc d'une certaine manière, puisque le mot n'est pas la chose, qui fait quand même, par l'intervention du symbolique, par l'entrée, disons, dans le symbolique, qui fait de nous véritablement des êtres humains, c'est-à-dire des êtres de désir. Et c'est pas ce point-là que je voulais développer. Je pense que, par rapport à la question qui avait été posée par Romain, de savoir si le narcissisme c'est bon ou c'est mauvais, je pense que ce qu'on peut dire, alors on pourrait évidemment condamner au nom de l'éthique le narcissisme comme le fait de se faire passer soi-même avant les autres, quoi, ou de juger que l'on est supérieur aux autres. Bon, évidemment, une condamnation éthique sera assez facile. Et je pense que c'est pas à ce niveau-là que le problème est important, c'est qu'on est dans une société qui favorise le narcissisme. C'est la société qui elle-même résout la question qui est posée. Est-ce que le narcissisme c'est une bonne chose? C'est une bonne chose dans la société actuelle. Puisque précisément toute la société actuelle essaye de réaliser quelque part l'individualisme, quoi. C'est-à-dire finalement, je caractérise un petit peu l'individualisme. Moi d'abord et surtout, quoi.
c'est-à-dire le fait de se penser comme isolé de la société, de ne considérer le lien social que comme secondaire par rapport à sa propre personnalité, quoi. En fait, toute notre société facilite, disons, le narcissisme parce que c'est une société de concurrence où il vaut mieux se faire valoir plutôt que ce soit celui d'à côté qui apparaisse comme meilleur, plus performant, plus rentable, si vous voulez, ou plus admirable, disons, que moi, et ben une société de coopération. Il me semble que ce qui est en jeu dans le narcissisme, c'est le problème de sa juste place. Le narcisse, c'est celui qui n'a pas conscience de sa juste place. C'est-à-dire d'une place qui serait équilibrée dans la société et qui serait équilibrée aussi, les stoïciens diraient, disons, par rapport dans le cosmos, quoi. C'est-à-dire que les notions de réciprocité, de mutualité, c'est pas le fort, disons, du narcissisme, quoi. Le narcissisme, il aime bien avoir à sa disposition des collaborateurs, et pas de véritables coopérateurs dont il serait légal. Ça me semble, disons, assez intéressant. Quelqu'un parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, je suis très frappé du glissement du mot ami sur Facebook. Un ami, dit Aristote, bon, c'est pas quelqu'un avec qui je passe des bons moments ou quelqu'un qui me rend service quand je suis dans la mouise, quoi. Un ami, c'est essentiellement celui qui est exigeant pour que je donne le meilleur de moi-même. Et puis on est passé de cette conception, disons, de l'amitié qui est très sélective et élective, qui est une notion qualitative, à une notion quantitative. C'est-à-dire, on mesure sa popularité sur Facebook par le nombre d'amis qu'on a, hein, par sa surface sociale, on va pouvoir dire. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le narcissisme. Le narcissisme, c'est juger ce que je vaux au nombre d'amis que j'ai. Et c'est pour ça que, bon, alors évidemment, l'adolescence est un moment particulier où, ça a été dit aussi, on est en train de se construire, on n'est pas sûr de ce que on a besoin de se conforter par l'extérieur, par l'image, disons, qu'on nous renvoie. Et c'est dans ce sens que peut-être les adultes sont aujourd'hui de grands adolescents. C'est-à-dire des gens qui ne sortent pas, on a parlé d'infantilisme, qui ne sortent pas finalement, disons, quelque part, disons, de l'enfance, pour pouvoir se poser en tant qu'adulte comme à égalité avec d'autres adultes, et non pas comme différents, supérieurs ou plus valables, quoi. Donc voilà, je pense que la question, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans le narcissisme, c'est que le narcissisme empêche d'être heureux. Moi, il me semble que c'est ça qui est fondamentalement la question. Ça empêche d'être sage, parce que ça empêche d'avoir, c'est d'être dans la prudence et la juste mesure, comme disait Aristote. C'est-à-dire le fait de savoir exactement se situer par rapport aux autres. Merci. Niki? Oui, ça va être court. Oui, je me dis, en étant née dans les 70, qu'il y a eu un basculement très clair et très net avec cette conception de la mise en avant de son image, de sa représentation physique notamment. Et ça passe par l'univers des médias, l'univers de l'art, où la culture du corps est mise en avant. Comme dit Romain, le narcissisme glorieux, donc c'est-à-dire je suis un personnage de scène, je suis homme politique, je suis à la tête de l'État, et ça a développé en moins de 20 ans une espèce d'exponentiel incroyable de ce qu'on est chacun aux yeux des autres. Et aujourd'hui, je me pose la question, comment renverser la vapeur? C'est comme comparer Gandhi à Trump, quoi. C'est comment a fait Gandhi pour amener tout un peuple à faire la révolution et à se mouvoir, alors que lui, je pense pas qu'il soit narcissique au départ, mais est-ce que c'est une forme de narcissisme aussi, puisqu'il a quand même, par sa propre conviction, par ses douleurs et sa volonté, on rejoint un peu les prophètes. Donc, c'est un peu, pour moi, il y a une ambiguïté. Je crois qu'on arrive à un stade où quelqu'un qui est narcissique devient banal, quoi. On comprend tous le jeu des
le jeu des narcissiques. Enfin, moi, j'ai l'impression de tout comprendre, quoi. Voilà. Et je ne saurais pas formuler une question. Désolée. Merci. Laurence? Oui, ça va être court aussi parce que du coup, je rejoins ce que disait Michel Tosi sur en fait, l'impossibilité pour quelqu'un de narcissique d'accéder au bonheur. J'ai l'impression que le narcisse, en fait, il recherche une chose. En fait, il tombe amoureux de son image parce qu'il la trouve belle. Donc, en fait, il cherche quelque chose, il cherche le beau. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il cherche surtout à être le plus fort. Enfin, il se trompe d'objet au sens où pour lui, ce qui est beau, c'est ce qui est le plus performant, le plus beau, le plus fort. En réalité, le bonheur, je dirais que ça se base sur aussi les échanges qu'on a avec les autres. Enfin, c'est pas complètement ça, mais ça en est en partie. Et deuxièmement, c'est vrai que quand je pense à Narcisse, je pense pas ordre intérieur, paix de l'esprit, tranquillité. Je pense à quelqu'un en fait qui subit une situation qu'il n'a pas choisie. Alors certes, ça lui donne une importance, une supériorité, mais enfin, ça paraît incompatible avec le bonheur en fait, et la recherche du bonheur en général. Voilà, c'est tout. Merci. Romain? Bon, bah, ça tombe bien que je sois après, puisque je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Michel et Laurence ont dit. Je ne vois pas en quoi le narcissique, ça l'empêcherait d'atteindre le bonheur, et surtout même en quoi en quoi c'est grave, c'est quelque chose de négatif de ne pas être heureux aussi, ça. Il y a plein de philosophies qui ne placent pas le fait d'être heureux ou le bonheur comme quelque chose, comme une fin absolue et ultime. Et en plus de ça, le narcissique, peut-être qu'effectivement, il n'est pas centré en lui-même. Il a un rapport biaisé à l'essentiel, on va dire. Et c'est vrai que du coup, ça l'amènera pas forcément au bonheur de manière directe, mais c'est quand même quelqu'un qui est dans la réussite. Et la réussite, elle peut amener au bonheur. Donc, je suis qu'à moitié d'accord. C'était pas le propos de mon intervention. Je tiens quand même à dire que plus je réfléchis au sujet, moi, en fait, ça me plaît pas du tout le mot narcissisme. J'ai essayé de penser à l'inverse de qu'est-ce qui n'était pas un narcissique, et j'ai essayé, et là je trouvais rien du tout. Personne n'a sauté sur la question, et du coup ça montre bien quelque chose, c'est-à-dire que il y a des composantes d'égoïsme, d'égocentrisme, il y a des choses comme ça, mais c'est pas un concept simple. Et en ce sens-là, j'ai plutôt l'impression que la définition, c'est un fourre-tout. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Autant d'un point de vue de la psychanalyse et des mythes, là on sait très bien de quoi on parle. Autant j'ai l'impression qu'on essaie juste de définir l'homme du XXIe siècle quand on parle de narcissisme de manière philosophique. Là. Enfin, si on prend des traits globaux qui ont été dit, le fait d'utiliser des gens pour en retirer quelque chose, c'est quand même la base du management, c'est-à-dire d'aider les autres, d'aider ceux dont on a besoin à réussir leurs objectifs. Il y a quand même une fin intéressée à tout ça. Et ça, c'est la base du management. Et il peut y avoir réciprocité. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que les gens, vous allez les faire qui vont vous aider que vous ne les aidez pas. Donc, et il y a aussi le fait donc c'est être un bon manager et avoir énormément confiance en soi. C'est ça être narcissique. Je sais pas. Du coup, vu que c'est pas des adjectifs qui renvoient à des notions simples comme l'égocentrisme, c'est-à-dire penser le monde à travers soi et pas par rapport aux autres. Voilà. Vu que c'est une notion qui me paraît pas fondamentale, c'est paraît une notion secondaire voire tertiaire, qui imbrique plein d'autres notions élémentaires. J'ai l'impression que c'est un peu un concept pour tout en fait maintenant le narcissisme. Ou alors je suis passé à côté du truc. Hein. C'est possible aussi. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. La parole est à André. Oui, merci. Oui, pour répondre à René et à Romain, René a dit qu'un narcissique n'avait pas de conscience du bien commun.
je pense que ce n'est pas vraiment exactement le problème. Le problème, c'est qu'il a une idée bien particulière de ce qu'est le bien commun. Je veux dire, Trump a une idée bien particulière de ce qu'est le bien pour les Américains, ou en tout cas une partie des Américains, ses électeurs en particulier. Donc oui, il a une idée bien commun. Le problème, c'est que c'est une partie de l'humanité et jamais toute l'humanité. Autrement, ça poserait beaucoup moins de problèmes. Même chose pour Gandhi. Je veux dire, c'est un personnage, dire qu'il n'était pas narcissique et autocentré, c'est quand même un peu aller vite. Alors, il a fait certaines choses. Il a aussi créé autant de problèmes qu'il en a résolus. Donc, je pense qu'il faut éviter de sacraliser les individus et faire une analyse trop vite de leur motivation psychologique. Quand est-ce qui était dit sur la tendance générale au narcissisme issue de la progression de l'individualisme, je dirais simplement que ça correspond au fait que nous ne sommes pratiquement plus jamais évalués collectivement. À savoir que, il y a une époque où on enregistrait les résultats d'un groupe de mineurs, d'un groupe de soldats, etc. Mais c'est pratiquement plus jamais le cas. Les évaluations, les carrières, les développements sont toujours individualisés à l'extrême. La responsabilité est toujours individualisée. Et ça, la rançon de ça, c'est effectivement un individualisme extrême, puisqu'il est devenu très difficile de progresser en commun, à part dans le cas particulier des manifestations sportives qui sont encore le dernier endroit où on peut crier avec les autres. Mais alors je pense qu'on pourrait se poser des questions quant à l'existence du narcissisme des équipes de supporters de football. Je crois que là, il y a une manifestation assez extraordinaire de narcissisme et du caractère autocentré. Merci André. Karima? Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Donc pour le narcissisme, moi je parlais d'une expérience personnelle. Je suis issue d'une culture marocaine, donc c'est plutôt la communauté, donc l'identité de la communauté avant sa propre image, et même en tant que femme dans la communauté, le narcissisme n'est pas quelque chose qui est bien vu dans la culture marocaine. Et quand j'ai évolué dans la culture française, on m'a appris en école de management qu'il fallait faire du marketing de soi pour réussir, pour être performant et donc être heureux. Et donc, on peut avoir conscience de sa juste place dans la société, mais pour pouvoir réussir et accéder à des fonctions ou aux critères de réussite que la société, du coup je mettrais européenne, nous impose, il faut être narcissique pour survivre. Et donc, moi je dis pour survivre, ici on m'a appris que c'est pour s'épanouir et être heureux. Et donc, je reviens à ma question de départ, est-ce qu'on peut survivre dans la société actuelle si nous ne sommes pas narcissiques ? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un qui aujourd'hui ne l'est pas, un minimum narcissique, se fait vite manger. Et ensuite, je n'étais pas d'accord avec Romain sur la base du management qui disait qu'il fallait, ça permettait des gens à atteindre leur propre objectif, alors que non, les bases du management, c'est atteindre les objectifs de la société ou ses propres objectifs. C'est-à-dire que moi, quand je gère des équipes, c'est pour atteindre mes propres objectifs. Donc, je vais manipuler, amener, valoriser, discréditer subtilement pour arriver aux objectifs qui m'ont été fixés, qui sont les miens du coup. Et il faut clairement montrer une certaine assurance, une image, d'où le syndrome de l'imposteur souvent. Donc moi, ma question vraiment, c'est est-ce qu'on peut survivre dans la société actuelle
si on ne joue pas le rôle de narcissique? On joue le rôle de narcissique, on ne l'est pas nécessairement. C'est une question. Ok. Merci beaucoup, Karima. Comme le disait Brigitte, je vais reprendre le rôle de distributeur de parole. Donc, il est 38, le débat prend fin très prochainement. Donc là, on pense justement à faire une synthèse, à dire voilà les dernières idées qui nous viennent. Dans la liste, on a donc le prochain, ce sera Franck, puis René, Michel et Niki. Donc Franck, c'est à toi. Oui, je reprends sur l'idée quand même. Alors, moi, je me suis basé sur la définition du narcissisme qui commence par le paragraphe. Pour résumer, on peut retenir des caractéristiques comme sentiment de supériorité. Un sentiment de supériorité n'est pas nécessairement effectivement néfaste, mais il l'est à partir du moment où il écrase les autres et il nie les autres, quoi. Et de la même manière, pour l'attirance du succès et du pouvoir est peut-être quelque chose de valable, mais le pouvoir, si c'est pour asservir les autres, ou si on est incapable effectivement de recevoir, disons, en écho la pensée des autres, ça ne va pas. Également, ce portrait, il a l'air de dire qu'on ne peut pas, que le narcissique ne peut pas s'attacher aux autres. Donc, sans attachement aux autres, on ne voit pas comment on peut faire le bien. Enfin, pour moi, c'est pas. Alors qu'on ait besoin d'une dose narcissique dans une société moderne, effectivement, mais qu'on le soit de manière intrinsèque, fondamentale dans toutes les facettes de la vie, ça me paraît quand même quelque chose d'assez grave, quoi. Et c'est possible, je pense que ça existe. Voilà. Par rapport au management, aujourd'hui, on est plus sur des valeurs de collaboration, mais même si on parle des anciens managers, ils reconnaissaient ne pas savoir. Un manager qui dirige une usine, il ne se prend pas pour un ouvrier. Et que d'une certaine manière, il respecte le travail d'ouvrier parce que lui ne l'est pas. Le narcissique, il va considérer que le travail d'ouvrier, il ne sait pas le faire, à la limite, il est nul. Et donc, c'est encore autre chose. Il n'y a pas de reconnaissance, quoi. Voilà. Et encore une fois, le portrait dit le narcissique n'est incapable de se remettre en cause lui-même. Il ne veut que des renvois de sa propre valeur, mais il est incapable d'accepter une remise en cause de sa valeur personnelle. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, encore une fois, que ça soit dans les cercles du pouvoir ou de l'autorité, que ça puisse être à certains moments valable, d'accord, mais que ça soit dans le sens un trait permanent de l'individu, ça me paraît quand même assez pathologique. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, Franck, maintenant c'est à René. Oui, c'est assez intéressant la difficulté qu'on a à objectiver ce que peut être un narcissique en ce sens que les caractéristiques par lesquelles on le décrit peut autant définir quelqu'un d'égoïste, de manipulateur, de confiant en lui-même et non pas un blessé narcissique ou un égoïsme invétéré. Donc c'est intéressant, mais quand on regarde le comportement des enfants, on voit précisément quand ils sont encore assez jeunes et qu'ils n'ont pas suffisamment, qu'il y a un rapport de dépendance encore trop important, la demande, le besoin, la dépendance par rapport aux parents. Et donc j'ai envie d'évoquer juste cet aspect-là, parce qu'on connaît tous, Caroline, qui a eu 2 enfants, et on sait à quel point elle est soucieuse d'eux, elle est omniprésente. Et ces enfants ne sont pas jaloux, néanmoins ils sont jaloux. C'est-à-dire que le besoin d'amour de la petite dernière est insatiable.
alors même qu'elles n'en manquent pas. Et on sait qu'il faut un temps, une maturation pour parvenir à suffisamment de détachement pour dire que j'existe, même si l'amour de mes parents est un peu plus éloigné qu'à l'instant présent. Et certains narcissiques, ceux qu'on essaye de dénoncer ici, sont des personnalités qui semblent ne jamais être satisfaites du regard d'autrui. C'est-à-dire, elles en demandent toujours encore. Et ça traduit, on va dire, une sorte de comportement, même si, à l'exemple d'un Trump, il peut avoir une idée des autres, ce que dénonçait André. Mais une idée des autres, ce n'est pas un bien commun, c'est la projection de soi à partir de son propre narcissisme et de ses propres besoins. Et donc, Frédéric l'a dit un peu dans une note. Le contraire du narcissisme serait l'amour des idées. Elles appartiennent à la collectivité, c'est-à-dire c'est la capacité à ne pas faire attention uniquement qu'à ses propres besoins, ou à trouver ce rapport, Michel Tauzy s'en parlait, entre soi et l'autre, c'est-à-dire que l'autre fait partie d'une communauté et on tient compte de l'autre parce que ce sont des processus de construction par lesquels il n'y a pas que soi qui existe. Et on peut se demander si à un moment donné, puisqu'il s'agit du rapport de l'individu à la société, il n'y a pas des structures qui peuvent être garantes de la conjonction, on va dire, de la participation de chacun et non pas de la volonté abusive de l'un sur tout un groupe. Alors, j'ai envie de faire un lien avec ce que disait Romain, c'est-à-dire pour penser finalement également à autre chose qu'à soi-même, faut-il y mettre toute son énergie? Et à ce moment-là, il y aurait zéro partie de notre égoïsme qui serait, de notre narcissisme qui serait mauvaise. Alors que si on n'y met pas toute notre énergie, on est toujours en train de faire un calcul pour soi. Je dis ça comme ça. Du coup, ok. Du coup, la question reste ouverte. Michel Tauzy, c'est à vous. Je suis assez d'accord avec ce que dit René. Je crois que dans notre débat, il y en a certains qui défendent quand même, disons, le narcissisme, en y voyant un processus de construction, disons, de sa personnalité, aussi une manière, disons, de réussir aussi dans la vie, parce qu'il y a un capital de confiance en soi, etc. Et puis, il y en a un certain nombre d'autres qui, au contraire, donc, relativisent cette belle story, cette belle histoire, disons, du narcissisme, en disant que dans le narcissisme, il y a plutôt quelque chose de tragique. Et c'est pas un hasard si les Grecs l'ont mis en mythe et qui se termine par, disons, par une noyade. J'ai bien aimé la manière dont Karima nous rappelait l'aspect culturel, disons, de notre débat, en disant que dans les sociétés holistiques, où le tout est plus important que la partie, le problème du narcissisme ne se pose pas, où il est extrêmement, disons, mal vu, quoi. Les narcissiques, on tend plutôt à les éliminer plutôt qu'autre chose. Alors, dans notre société, qui est une société de type individualiste, c'est pas les individus, à la limite, qui sont narcisses, c'est la société elle-même. Parce qu'on est dans une société, ça a très bien été analysé par un certain nombre de philosophes, c'est une société de l'image, c'est une société du spectacle, c'est une société où l'image de soi, elle est vendue. Alors c'est intéressant, il faut vous vendre. Hein. Et se vendre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est essentiellement vendre son image, c'est-à-dire présenter, notamment dans les entretiens d'embauche, l'image la plus avantageuse, si vous voulez, de soi-même, c'est-à-dire s'instrumenter soi-même pour être plus sincère, plus beau, plus performant, en fait, qu'on ne l'est. C'est-à-dire, bon, c'est mentir aux autres, en se mentant aussi quelque part, disons, à soi-même. Mais c'est le pire de l'aliénation, ça, de se vendre soi-même. C'est se réduire à un objet. C'est
c'est l'intégration, disons, par l'individu, qu'il est lui-même une marchandise qui doit se vendre sur un marché. Et ça, c'est la suprême aliénation. Là, je renvoie à des gens comme Hegel ou comme Marx qui ont très bien analysé, disons, la chose. Au fond, le contraire, on pose la question de savoir quel est le contraire du narcissisme. Le contraire du narcisse, c'est le dépressif. Parce que le narcisse, c'est celui qui se surestime. Le dépressif, c'est celui qui se sous-estime. Mais le narcissisme et la dépression sont intimement liés dans notre société. C'est parce qu'on ne peut jamais être suffisamment à la hauteur de ce qu'on voudrait être, que quelque part on déprime, parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Et on n'est jamais à la hauteur parce qu'on voudrait toujours être reconnu pour plus que ce qu'on est. Et ça, c'est extrêmement dramatique. C'est un drame, ça, de ne pas avoir le sens, disons, de sa juste valeur, c'est-à-dire d'une valeur un parmi d'autres et pas primum inter pares, le premier, disons, entre tous. Donc, et c'est ce qui explique que notre société, ça a très, très bien été analysé par Axel Honneth, c'est une société du mépris. C'est-à-dire une société, disons, de la non-reconnaissance. C'est parce que les gens sont narcissiques qu'ils souffrent de ne pas être suffisamment reconnus. Je crois que René le disait aussi, etc. Plus on va être reconnu, plus on exige de la reconnaissance. Plus on exige de la reconnaissance, moins on est reconnu. Et c'est pour ça que la non-reconnaissance amène au mépris, on se sent méprisé, et ça amène psychologiquement à la dépression. C'est pas un hasard si la dépression est considérée comme la maladie, si vous voulez, un petit peu de la postmodernité, disons, aujourd'hui. Donc le drame du narcissisme, c'est de nous faire croire que réussir dans la vie, c'est réussir sa vie. Ok, merci beaucoup. Et donc, deux dernières intervenantes de ce soir seront Niki et Nadège. Niki, c'est à toi. Oui, juste pour rebondir sur ce que je viens d'entendre, oui, c'est dramatique et en même temps, il y a une porte de sortie. Enfin, j'ose croire qu'il y a une porte de sortie. Ayant beaucoup été dans le milieu du spectacle, je sais combien est important l'image, notre image, surtout aujourd'hui via les réseaux sociaux. Mais il y a une profondeur que l'on peut chercher. Pour répondre aussi à, je crois, Frédéric, qui me disait, est-ce que l'individu fait l'histoire ? Si ce narcissisme déborde à ce point, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'écœurement, puisqu'on en parle ? Moi, je suis désolée, j'ai tourné dans des clips dans les années 90, donc voilà, j'étais danseuse et tout, et avec Mylène Farmer, entre autres, et je m'aperçois aujourd'hui que les clips vidéo sont hyper choquants, quoi. Je veux dire, les filles, elles sont complètement... c'est hallucinant, quoi. Quand on dit là, on a tout vu, quoi. Il y a cette espèce de rapport à l'image qui est horrible. En fait, c'est presque un film d'horreur aujourd'hui. Pour moi, c'est un film d'horreur par rapport à mon vécu. Pour les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela va induire ? Est-ce que ça va être un sentiment d'écœurement ? Est-ce que ça va être un saut en avant ? Est-ce qu'ils vont se dire, voilà, maintenant c'est fini ? C'est un peu ce qui se passe. J'ai l'impression quand même, avec le confinement, peut-être que les gens ont envie de revenir à des sources beaucoup plus simples que simplement cette espèce de narcisso show que tout le monde a connu depuis 30 ans. Et je garde l'espoir, en tout cas, d'un avenir meilleur. Voilà, c'est tout. C'est mon côté positif. Et du coup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce côté positif. Nadège, c'est à toi. Michel l'a évoqué, notre société, c'est une société d'image. On vend les apparences, mais d'autre part, c'est une société où on nous propose, il est plus important de s'adapter que de penser. Donc, quand on regarde la télé, quand on voit même entre guillemets les grands journalistes,
il ne nous demande pas de penser, Michel l'a évoqué, c'est le spectacle à tous les niveaux. Alors, pour la société, c'est vraiment désastreux, puisque finalement, on ne se retrouve avec une soumission consentie aux normes et au comportement. Il n'y a personne qui se révolte contre ce qui se passe. Bon, il y a quelques philosophes, il y a peut-être ceux qui réfléchissent, mais finalement, cette, je ne dirais pas multiplication des narcissismes, Karima tout à l'heure a dit, au moins il faut faire comme si, et en effet, n'avoir comme valeur dans la société que l'image ou bien qu'est-ce que ça rapporte est désastreux sur le lien social, me semble-t-il. Donc, s'il y a un danger du narcissisme, je dirais, c'est ce travail souterrain sur le lien social. Et je crois que l'individualisme et le narcissisme n'est pas la même chose. L'individualisme a de très très bons côtés, si on peut dire, mais maintenant on n'est plus dans l'individualisme, ce que la société nous distille ou bien la pression qu'elle fait. C'est au-delà, je dirais. Merci. Merci beaucoup. C'était donc la dernière intervention de ce soir. René, je te laisse conclure. Oui, non, je ne sais pas si je veux conclure parce que je crois qu'il y a eu de dernières interventions qui résumaient bien la problématique. Voilà, je veux dire, est-ce que c'est la société qui crée le narcissisme ou le narcissisme des gens qui créent la société? Il y a peut-être un dialogue, ça me rappelle la question que tu as soulevée, Frédéric, la dernière fois entre qu'est-ce qui fait que des sociétés autorisent les individus à accéder à plus de liberté ou inversement, en tous les cas, par rapport au rituel de la mort, par rapport à l'euthanasie. Comment se négocie la liberté entre les individus et la société? Et là, on pourrait quasiment faire un parallèle, comment se négocie le narcissisme ou l'égoïsme dans le rapport à la société, c'est-à-dire dans le rapport à comment on pourrait dire, au rapport à l'autre, quoi, tout simplement. Enfin, je ne vais pas conclure, mais je ne conclue pas. Moi, je suis contente d'avoir participé. Du coup, je vais vous quitter incessamment sous peu, mais en tout cas, merci beaucoup. Et ouais, je note que... Merci à toi. Bonne soirée. Ok, merci. Et du coup, ouais, bonne soirée à tout le monde. Et du coup, voilà, merci et à lundi prochain. Mais moi, je prolonge comme ça parce que on a parlé un peu des réseaux sociaux et des logiciels ou des algorithmes qui sont derrière. Et c'est vrai que des logiciels ou des algorithmes qui mettraient plutôt en avant la qualité des interactions ou construiraient un rapport à l'autre différemment. Mais bon, c'est pas le cas. Non, si je puis me permettre une remarque, René, je pense que Facebook a dépensé beaucoup d'argent pour trouver des algorithmes qui valorisent les goûts des gens et qui les fassent matcher avec d'autres personnes, d'autres tendances. Et imagine-toi la difficulté de trouver des algorithmes qui favorisent la qualité des interactions. C'est que tu aies raison ou tort, peu importe. La difficulté intrinsèque de ce genre de truc est énorme. Énorme. Si c'est effectué par des logiciels. Évidemment, si c'était effectué par des humains, les choses seraient bien différentes.
Et encore, et encore.